Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, député UMP des Yvelines, Henri Guénaud est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Preuve par 3 avec l'agence France Presse et Dailymotion, avec dans un instant donc Perrine Tarnaud et puis Nadège Puljac de l'AFP. Vous êtes avec nous dans cet entre-deux en quelque sorte, entre la nomination, l'arrivée de Manuel Valls à Matignon après la déroute électorale du PS aux élections municipales et puis l'annonce d'un gouvernement de combat, un gouvernement resserré, comme l'a annoncé François Hollande. D'abord, est-ce que vous souhaitez bonne chance à Manuel Valls, qui ouvre donc l'acte 2 du quinquennat? Est-ce que vous le souhaitez de réussir? Bien sûr, comment ne pas souhaiter au gouvernement de mon pays de réussir? Maintenant, j'ai des doutes sur sa capacité à répondre aux défis auxquels il se trouve confronté après les élections de dimanche dernier et du dimanche précédent. Des doutes sur sa personne? Non, des doutes... Mais parlons de lui un peu. Oui, est-ce que mais vous estimez qu'il a de meilleurs atouts, par exemple, que Jean-Marc Ayrault? Il est différent, mais c'est pas le Premier ministre qui fait la politique de la France, c'est le Président de la République. Donc on va voir ce que ce tandem arrive à faire. Mais enfin, si j'en juge par l'allocution du Président de la République hier soir, le défi n'est pas prêt d'être relevé. L'idée, la feuille de route, c'est aller plus vite et plus loin. Et toujours poursuivre le redressement du pays. Ce qu'a dit d'ailleurs M. Valls aujourd'hui, il a dit on continue et on amplifie. Bon, si c'est ça la réponse au message qu'ont envoyé les Français au cours des 2 tours des élections municipales, je crains qu'il y ait un profond malentendu. Les Français ont dit ça ne peut pas continuer comme ça et on change de Premier ministre en disant ça continue. Voilà, je pense que ça ne va pas très bien finir si le gouvernement et le président de la République restent sur cette ligne de conduite. Voilà. Vous avez remarqué que le peuple français était en colère. Si vous ne l'avez pas vu, revoyez le résultat des élections. Une immense abstention, qui n'est pas une abstention d'indifférence, mais de rejet. Une montée des extrêmes qui est tout de même extrêmement inquiétante et qui est très forte. Cette colère, elle ne peut pas rester contenue si on répond à un peuple qui dit changez tout, on continue. Voilà. Alors tout le monde a bien compris la leçon. Les premiers visés, bien sûr. D'abord, on a entendu François Hollande reconnaître que le message était fort. Et aujourd'hui même, Manuel Valls dit qu'il a entendu de la part du peuple français, comme vous dites, Henri Guénaud, une demande de justice sociale. Oui, donc ça, ce sont des grands mots, ça, ce sont des mots. Moi, je retiens, il a dit on continue et on amplifie. Voilà, on continue et on amplifie. Les mots disent bien ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'on continue comme avant. Est-ce que vous ne vous félicitez pas néanmoins, comme Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui dit qu'avec Manuel Valls, François Hollande a plus choisi la droite que la gauche que de la gauche? Moi, la droite de la gauche de la droite et la gauche de la gauche, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse personne d'ailleurs. Personne. Ah ouais, c'est une ligne peut-être, l'incarnation n'est pas tout à fait la même avec un personnage comme Manuel Valls. Mais non, mais la ligne, elle a été fixée hier par le président de la République. Vous avez écouté son discours. Si M. Valls a compris ce que le président attendait de lui, tant mieux, parce que moi, je n'ai rien compris. Entre le président hier et Manuel Valls aujourd'hui, la seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'en gros, on continue. Et que simplement, on va servir un peu plus de clientèle ici ou là, on va donner un peu plus aux uns, un peu moins aux autres. Voilà, sans savoir d'ailleurs comment on va financer ce qu'on va donner, sans voir où est la ligne, où est la cohérence. On est toujours confronté au même problème depuis le début de ce quinquennat. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de cap, mais on vous dit sans arrêt qu'on maintient le cap. Mais quel cap? Vous savez, si tous les marins du monde, depuis le début des temps, avaient eu la même définition du cap, je pense qu'il y aurait beaucoup de bateaux qui tourneraient encore au milieu de l'océan depuis des siècles. Bon, vous attendiez que François Hollande se remanie lui-même, en quelque sorte, c'est ça? Mais oui, mais c'est dans la Ve République et avec le quinquennat. Donc, avec le quinquennat, le président fait tout, ou presque tout. Donc si le président ne change pas, ne se réforme pas lui-même, il ne se passe rien. Mais néanmoins, avec la personnalité forte de Manuel Valls, est-ce qu'on peut s'interroger sur la nature de la cohabitation avec le président de la République? Non, ça c'est une blague. Dans la Ve République, il n'y a pas de cohabitation. Dans la Ve République, c'est le président qui décide. C'est le président qui est la clé de voûte des institutions. C'est le président qui est l'élu du peuple. Donc c'est l'homme de la nation. Il n'y a pas de cohabitation.
Il n'y a aucune espèce d'égalité, ni de rivalité, ni de concurrence possible. Et quand il en est une, ou quand un Premier ministre a la velléité en entrant en concurrence avec le Président de la République, ça finit toujours de la même manière. Le Premier ministre s'en va. Rappelez-vous Jacques Chaban-Delmas, rappelez-vous Jacques Chirac, rappelez-vous Michel Rocard. Voilà, les choses se passent toujours de cette façon. Donc c'est le Président de la République qui l'avenir est décide. déjà écrit, là. De la relation entre les deux écoutez ce hommes. que j'ai entendu hier soir et aujourd'hui, l'avenir me paraît déjà écrit. Mais l'avenir, c'est pas l'avenir entre les deux hommes, c'est l'avenir entre le président de la République et son gouvernement, et sa majorité, et le peuple français. Un mot quand même sur Manuel Valls, parce que je me souviens que Nicolas Sarkozy avait ou aurait alors à l'époque proposé une ouverture vers Manuel Valls, un recrutement éventuellement de Manuel Valls dans le cadre de l'ouverture. Vous en savez, vous, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce qu'elle ne montre pas quand même l'intérêt qu'il a pu susciter à droite? Moi, je ne confirme rien du tout. J'ai de l'estime pour Manuel Valls, mais je pense que la mission qui lui est confiée est aujourd'hui une mission impossible. Alors, j'observe mission impossible. D'abord, aucun Premier ministre aussitôt nommé n'a suscité autant de critiques et de réticences dans sa propre majorité. Bon, Monsieur Mamère a eu même cette formule, il disait de Monsieur Valls, c'était pas le plus grand rassembleur, mais le plus grand diviseur de la gauche. Bon, alors, je suis bien... Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Jean-Luc Mélenchon l'a dit aussi, mais beaucoup d'autres l'ont dit, certains en public, d'autres à mots couverts. Bon, je suis bien certain qu'il aura une majorité au Parlement, s'il pose la question de confiance. Je suis bien certain qu'il arrivera à faire entrer au gouvernement probablement toutes les composantes qu'il souhaite de sa majorité. C'est une question de prix. Le problème est de savoir ce qu'il est prêt à faire comme concession à tous ceux qui, dans la majorité, sont en désaccord avec lui, ou en tout cas ne voulaient pas de lui comme Premier ministre. Ah bon, en fait, vous lui demandez d'être lui-même, alors? Tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit lui-même. Mais non, c'est intéressant. Si pour être acceptable par tout le monde, si pour arriver à rassembler tant bien que mal, et plutôt mal que bien, la majorité, il fait des concessions extravagantes, je ne pense pas que ça va améliorer la situation du gouvernement ni la situation du pays. Justement, pour préserver la majorité présidentielle actuelle, Manuel Valls a très tôt consulté, rencontré les responsables d'Europe Écologie Les Verts. On sait que Cécile Duflot et Pascal Canfin ne feront pas du parti du gouvernement en raison d'un problème de ligne, ont-ils dit. Néanmoins, il y a des avancées qui se dessinent avec l'entrée probable de personnalités écologiques. On sent que la tentation est forte chez certains. Puisqu'on leur offre beaucoup, la tentation est encore plus forte. Bon, mais est-il bien raisonnable, honnêtement, de confier aux écologistes, si j'en crois ce que j'entends à la radio et à la télévision, un grand ministère regroupant l'écologie, les transports, l'énergie voilà, jusqu'où iront les concessions de M. Valls à la gauche du Parti socialiste, aux écologistes voilà, jusqu'où ira-t-il? C'est quand même une vraie question ce soir. Alors, selon Pascal Canfin, Cécile Duflot se serait vue proposer le poste de numéro 2 du gouvernement, justement pour qu'elle reste. Oui, je pense que la meilleure solution aurait été de la nommer Premier ministre, non? Vous ne croyez pas? C'est pas le choix qui a été fait par le président de la République. Qu'est-ce que vous craignez? Tant qu'à distribuer les postes de cette façon, c'est le problème du président de la République et de cette majorité. Le président de la République est un homme de la 4e République. C'est un homme qui ne sait pas gouverner autrement qu'en marchandant avec les uns et les autres. Donc, il sert des clientèles, il se comporte comme le premier secrétaire du Parti socialiste, avec les courants, les sous-courants, les sensibilités diverses du Parti socialiste. On donnait à chacun. Prédécesseurs en cela, essayer de rassembler la famille politique la plus large. Rassembler est une chose, faire du clientélisme en est une toute autre. Et lui, il fait du clientélisme. Encore une fois, il est le premier secrétaire du Parti socialiste. Oui, il sert les clientèles dans la société, les minorités agissantes, les communautés, tout le monde a sa part. Et puis, dans la façon de gérer la majorité et le gouvernement, il le fait comme il le faisait quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. Alors François Mitterrand avait compris qu'il y avait une différence entre la fonction présidentielle et celle de premier secrétaire
majoritaire du Parti socialiste, et manifestement, ça n'est pas encore le cas de François Hollande. Bon, mais on peut pas gouverner comme ça. Pourquoi il y a eu tant de couacs dans le précédent gouvernement? Pas simplement parce que M. Ayrault aurait manqué d'autorité, mais parce que M. Ayrault était fait d'ailleurs sur le même modèle que M. Hollande. Ce sont des hommes de la 4e République. Chaque ministre avait le sentiment d'être le porte-parole de la clientèle de son ministère. Mais là, aujourd'hui, pour vous, Manuel Valls est un homme de la 4e République? Non, je ne crois pas que ce soit un homme de la 4e République, mais il entre dans un système où l'impulsion, la ligne, la politique sont définies par le chef de l'État. Et le chef de l'État est un homme de la 4e République. Est-ce que vous craignez une révision à la baisse du pacte de compétitivité pour les entreprises? Non, mais moi, je ne sais toujours pas ce qui va sortir, donc on verra quand ça sortira. Ça ne ressemblera sûrement en rien à ce que le président de la République avait promis, avait avancé, comme d'habitude. Bon, alors il n'y aura pas de contrepartie parce que c'était farfelu, mais ça veut dire que une fois de plus, le président avait raconté n'importe quoi. Mais plus vite, plus loin, où? Et est-ce que les Français ont dit aller plus vite, plus loin, en continuant exactement ce qu'on faisait? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement. Je ne sais pas quelle est sa politique économique. Un jour, on est dans la politique de la demande. On supprime toutes les exonérations de charges, tous les allègements, etc. Puis le lendemain, on est dans la politique de l'offre. Et puis le surlendemain, on se dit peut-être qu'il faut revenir à la demande. L'économie, ça se fait avec l'offre et la demande. Où est la stratégie d'offre et de demande? Où est la politique macroéconomique du gouvernement? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et c'est bien le problème. Il n'y a toujours pas de cap. Vous appartenez à un parti qui préconise plus de 100 milliards d'euros d'économie. Ça, écoutez, vous n'avez pas invité mon parti, vous m'avez invité moi. Vous m'avez invité moi. Oui. Voilà. Donc il y a des gens à l'UMP. Vous avez une étiquette politique, Henri Guénaud. Et alors moi, je suis profondément libre et profondément pas discipliné. Alors justement, est-ce que vous croyez aux 50 milliards d'euros d'économies annoncées? Je ne crois pas aux 50 milliards d'euros et je ne crois pas non plus aux 100 milliards d'euros. Non plus. Mais je pense que nous sommes enfermés dans une façon d'aborder l'économie qui est sans issue. Voilà, qui est sans issue. Pourquoi? Parce que les finances publiques ne se rétabliront pas en coupant n'importe comment dans les dépenses du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est impossible, personne n'y a réussi. Et quand on le fait, à n'importe quel prix, ça fait de tels dégâts que de toute façon, ça creuse les déficits. Bon, donc nous rétablirons nos finances publiques si nous comprenons enfin que l'état de nos finances publiques est le résultat, la conséquence de ce qui se passe dans l'économie et dans la société. C'est en remettant de l'ordre dans l'économie et dans la société que nous arriverons à assainir nos finances publiques. D'accord. Voilà. Ma dernière question, en lien avec le gouvernement, vous avez dit ce que vous pensez. Vous savez, ce gouvernement fait une des politiques d'austérité les pires depuis le début de la Ve République, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser les déficits, on n'arrive même pas à maîtriser la dépense, tout en faisant une politique d'austérité. Ouais. Voilà, on est enfermé dans des contradictions terribles. Vous avez dit ce que vous pensez du maintien éventuel du ministre écologique dans le gouvernement, Henri Guénaud. Est-ce que vous souhaitez le maintien, par exemple, d'Arnaud Montebourg, sur lequel vous pouvez avoir des positions communes? On parlait de l'austérité, de l'euro. Beaucoup d'estime pour Arnaud Montebourg, mais je ne suis pas en train de... Moi, je ne suis pas habilité à procéder à la distribution. Mais vous êtes autorisé à commenter aussi. Non, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. C'est le président de la République qui choisit son gouvernement. C'est lui qui nomme le Premier ministre et chacun des ministres individuellement. C'est le président de la République qui en décide. C'est son choix. Voilà, il décide. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce choix, sauf que je constate que, pour l'instant, il n'y a aucune réponse au changement demandé avec force par les Français. Voilà. Très bien, voilà, on a bien compris le message de cette première partie de l'émission avec vous, Henri Guénaud. Il y a autre chose que je voudrais rajouter quand même qui m'a beaucoup choqué. Deux choses qui m'ont choqué. Hier, la façon dont s'est passée l'annonce de la démission de M. Ayrault et de la nomination de M. Valls, c'est contraire à tous les usages de la Ve République. Il y a un désordre dans les institutions qui devient extrêmement inquiétant. Bon, et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé curieux que M. Valls, pour ses premiers mots à la nation en tant que Premier ministre, dit « je suis socialiste, nous sommes socialistes ». Et un Premier ministre, il n'est pas socialiste, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est Premier ministre de tous les Français. Et pour un républicain comme M. Valls, ça me surprend beaucoup et ça m'inquiète un peu pour l'avenir. Voilà, je crois que si on est décidé à gouverner en dressant une France de gauche contre une France de droite, une France socialiste contre une France qui ne l'est pas, ça ne va pas marcher. Non, mais quand on est Premier ministre, on n'a qu'un seul engagement quand on est Premier ministre, un seul. C'est un engagement vis-à-vis de la France.
Voilà. Et pareil pour le président de la République. On n'est pas socialiste. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire de M. Valls, tout le monde connaît celle de M. Hollande. Il n'y a pas besoin de rappeler l'appartenance à un parti. Voilà. Très bien. Et on a compris votre message principal de ce premier quart d'heure de l'émission, Guénaud. Pour vous, c'est mission impossible pour ce nouveau duo de l'exécutif. Nadège Puljac. Je pense que ça va être très dur pour M. Valls, oui, ça c'est sûr. Nadège Puljac de l'AFP arrive. Donc nous allons maintenant évoquer la situation à l'UMP, excusez-moi. Après la vague bleue, on a noté chez certains de vos amis d'ailleurs une manière de réserve. Pas de triomphalisme. Un vote sanction pour François Hollande est-il synonyme de victoire par défaut pour l'opposition? Faustine Saint-Geniès. Au groupe UMP du Sénat ce matin, on savoure la victoire, on se félicite et on espère repartir sur de bonnes bases. La vague bleue serait-elle un remède de choc pour faire oublier les conflits à l'UMP? C'est une victoire éclatante. L'UMP se porte bien, malgré tout le bashing, comme on dit aujourd'hui. Tous les jours, c'était en miettes. Eh bien non. Le grand gagnant de ces municipales, c'est bien sûr Jean-François Copé. Lui qui, il y a encore 15 jours, était empêtré dans l'affaire Big Malion. Il aimerait bien surfer sur la vague bleue et réduire ses rivaux au silence, au moins dans l'immédiat. De son côté, François Fillon avait promis de lui demander des comptes. Il a tenu parole et vient de réclamer plus de transparence à l'UMP. L'UMP où l'on préfère éviter de rouvrir les plaies pour se concentrer sur les enjeux de l'élection. Je pense que d'une part, l'unité de la direction de l'UMP dans ce contexte qui n'était pas facile a été assumée partout, dans tous nos meetings, dans de nombreuses réunions communes, mais aussi une certaine forme de sobriété. On n'a pas triomphé, on a conscience de la gravité. Dans le camp de Jean-François Copé, on met en garde les éventuels fauteurs de troubles. Nous avons largement gagné, ni nos élus, ni nos militants, ni nos électeurs ne veulent aujourd'hui du sang à l'UMP. Ceux qui peuvent venir protester, contester, critiquer vont apparaître comme mauvais joueurs et comme hors du cadre. Et nous le dirons clairement. Une UMP qui veut donc apparaître unie en vue des prochaines échéances, sénatoriales en 2014 et régionales en 2015. Voilà, Nadège Puljac est avec nous. Bonsoir Nadège. Vos questions à notre invité, M. Guénaud. Bah oui, tout de suite, ces résultats, on a vu, confortent le président de votre parti, Jean-François Copé. Alors la guerre des chefs, c'est terminé alors? Écoutez, que la guerre des chefs soit terminée, je l'espère. Je l'espère. Je ne suis pas sûr que cette municipale va permettre d'enterrer toutes les haches de guerre, les querelles d'ego et les ambitions. Oui, il faut rappeler-vous, on était le Parti Socialiste à la même époque, après la défaite de 2007. Voilà, après tout, la politique, vous savez, c'est humain. Ça se fait avec des gens qui ont des sentiments, qui ont des ambitions. Voilà. Mais à votre avis, qui tire le plus de profit de cette victoire? Nicolas Sarkozy, puisqu'il faut aussi en parler de Nicolas Sarkozy. Jean-François il reçoit des nouveaux maires. Alors voilà, justement, qu'il les reçoit en tous les cas, qu'il les appelle, mais M. Guénaud va sans doute nous l'expliquer. Jean-François Copé, Alain Juppé, François Fillon, et puis on peut aussi citer Laurent Wauquiez, brillamment réélu, lui aussi au Puy-en-Velay, Xavier Bertrand, lui aussi réélu, Bruno Le Maire, Barouin, François Barouin, lui aussi. Alors, à qui ça profite? Mais à tous ceux qui ont été élus. Voilà, ils ont été élus ou réélus, bravo. Est-ce que Jean-François Copé est plus que jamais le chef de l'opposition? Non, il n'y a pas de chef de l'opposition. Il n'est pas. Ah, il n'y a pas de chef de l'opposition. Vous savez que ça a beaucoup déplaire à monsieur Copé, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de chef de l'opposition. Du temps de monsieur Sarkozy, vous ne disiez pas ça? Non, bien sûr, parce qu'il y avait un chef. Ah, c'est intéressant. Voilà. Mais non, un chef, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas non plus de gagner une élection. Il y a un président de l'UMP. Bon, il n'est pas contesté dans sa fonction aujourd'hui, ça fait pas un chef. Ou alors il y en a une multitude, tout le monde est chef de lui-même, vous voyez pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Copé et un Sarkozy, par exemple? Qu'est-ce qui fait que M. Sarkozy était un chef? C'est la mystérieuse alchimie du charisme et du chef. Voilà, il y a de temps en temps émerge quelqu'un qui s'impose à tous les autres et qui est capable d'entraîner tout le monde, de faire la synthèse, de surmonter les contradictions. Voilà, qui a quelqu'un qui acquiert une légitimité qui apparaît comme évidente à tout le monde. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, il a laissé un grand vide en partant. Ce vide n'est pas rempli. Ça n'est faire injure à personne que de le constater. Est-ce que lui pourrait revenir? Allez demander à M. Fillon, à M. Juppé, à M. Bertrand et à tous les autres s'ils ont un chef.
Voilà. Et pas plus à M. Copé, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas de chef. Bon, alors il n'y a pas de chef, mais alors qu'est-ce qui va se passer en 2017? Parce qu'on voit que vous êtes déjà dans les starting blocks de votre parti pour 2017. On parle de préparer l'alternance. C'est un mot qui a été employé par M. Juppé, par M. Copé, par M. Fillon. Tout le monde veut préparer l'alternance chez vous. Bon, Mais tout ça c'est nous normal, mène c'est normal, c'est le rôle à d'un parti 2017. politique. Et ce qui nous mène à 2017 nous fait évidemment penser à l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et donc, aux primaires, parce qu'il faudra bien départager tout ce petit monde. Bien sûr. Vous étiez contre la primaire. la question. Vous étiez contre la primaire. La question, elle est là. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Il faut une primaire, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis contre le principe des primaires, qui est totalement contradictoire avec les principes de la Ve République. Mais pas avec ceux de la démocratie. Maintenant, parce que la démocratie, c'est d'aller devant le peuple. Hein, il y a une élection présidentielle à 2 tours qui permet au président de la République d'être l'élu de la nation. La démocratie, c'est ça. Le reste, ce sont les affaires des partis, ou des camps. Bon, mais la démocratie, avec 2 tours d'élection, elle est parfaitement respectée. Hein, elle a son compte, la démocratie. C'est pas en faisant 4 tours, en rajoutant 2 tours de primaire aux 2 tours des présidentielles, qu'on n'est plus démocratique. Ou alors il n'y a pas de grande démocratie dans le monde, parce que c'est le seul pays au monde où il y aura 4 tours d'élection. Le seul. Voilà. Bon, alors on en revient à 2017, alors qu'est-ce qui se passe alors? Simplement, tout le monde a voulu des primaires. Il y aura donc des primaires, à l'exception du cas où Nicolas Sarkozy déciderait, parce que les circonstances l'exigent, parce que les Français, il aura le sentiment que les Français ont besoin de lui, déciderait de se représenter. Voilà. Moi, je n'imagine pas un instant Nicolas Sarkozy passant par l'étape des primaires pour se présenter devant les Français. Si il veut se présenter, il se présentera directement devant les Français. Et vous croyez que M. Fillon va laisser faire ça? Ils vont laisser faire ça? Franchement, vous croyez vraiment que tout ceci a une importance quelconque? Voilà. Vous croyez vraiment... L'opinion des uns et des autres. Quand même, écoutez, si l'opinion de M. Fillon, qui est ancien Premier ministre, de M. Copé, qui est président de l'UMP, n'a pas d'importance, ça vraiment, je comprends pas du tout. Ça dépend. M. Sarkozy, à mes yeux, ne peut pas passer par la case des primaires. Donc, à mes yeux, si il décide de se représenter, il ira directement devant les Français, il dira voilà, je suis candidat, en voici les raisons, et l'UMP aura à se déterminer pour savoir si elle le soutient ou pas. Et je peux vous faire un pari, c'est qu'elle le soutiendra. Elle le soutiendra. Elle renoncera à la procédure des primaires. Mais la question ne se posera même pas. Ah ben certains la posent aujourd'hui. Mais ils la poseront, ils attendront la réponse très longtemps. La réponse, elle viendra des militants, des adhérents, et qui diront... Ah mais je vous parlais de démocratie interne, quand même. Non, mais moi je sais, vous trouvez que c'est de la démocratie, cette affaire, enfin c'est une blague. Mais il y aura de la démocratie, vous verrez. Qu'est-ce que c'est une blague? C'est la primaire qui est une blague? Non, mais que la primaire soit le signe infaillible de la démocratie, oui, c'est une blague. Est-ce que vous pensez que tous les éléments, toute l'évolution de la situation, vous avez dit que Manuel Valls était dans une mission impossible, vont forcément conduire à une envie, une décision de candidature de Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien, mais j'y reviens. Il ne serait pas bon s'il décidait d'être candidat, qu'il aille commencer par s'enfermer dans son camp. C'est tout le problème des primaires. Bon, on a décidé de les faire, encore une fois, à l'exception de sa candidature. S'il n'est pas candidat, on les fera. Mais ça oblige les gens à s'enfermer dans leur camp. Ça les oblige à se durcir. Ça les oblige à se fermer aux autres. Et le président de la République, c'est tout le contraire. D'ailleurs, on me cite toujours le cas de M. Hollande. Regardez, il a été élu, c'est fantastique. Ça a permis de sélectionner le pire président de la Ve République. Encore une fois, celui le pire. Bah, pour l'instant, c'est le pire. On n'a pas fait pire. Moi, je n'ai jamais vu pire. Jamais vu le pays dans un état pareil. Si vous avez un exemple depuis 1958 d'une situation pareille, où les Français sont autant divisés, où tout s'effondre, où les institutions elles-mêmes sont ébranlées, alors dites-moi quelle période, à quel moment de notre histoire, depuis 1958, c'est-à-dire depuis le moment où, grâce au général de Gaulle, on a évité de sombrer dans la guerre civile, expliquez-moi quand on a assisté à une situation pareille, un tel naufrage politique, institutionnel, économique, social, sociétal, puisque c'est le mot à la mode. Le naufrage comme un recours, comme un possible sauveur, si je puis employer ce mot-là?
Je ne sais pas si c'est un sauveur, mais peut-être qu'à un certain moment, il apparaîtra à beaucoup de Français que c'est une solution. Mais nous verrons. Les circonstances en décideront et lui-même prendra sa décision et le moment venu, il vous en fera. Vous le voyez de temps en temps, vous lui parlez, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, mais vous savez, j'ai un principe que je respecte. Je sais ce que vous allez me dire. Et voilà, je ne parle jamais du contenu de mes conversations avec Nicolas Sarkozy. Alors, si à propos de recours, il y a d'autres personnalités dont on parle. Comme je n'ai pas l'habitude, chère Madame Puljac, comme je n'ai pas l'habitude de les enregistrer pour les rendre publics. Ah, attention, certains peuvent le faire à vos dépens parfois. Et puis voilà, donc double raison. Pour garder dans l'intimité ce qui relève de l'intimité. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, on parle de recours. Monsieur Juppé se place lui-même comme un recours, bien sûr. Il n'a pas dit, moi j'ai entendu dire qu'on n'était pas en 2017 et que ce n'était pas le moment. Bon, écoutez, on va déjà, moi je voudrais vous poser une question. On compare souvent dans la presse Monsieur Manuel Valls, qui est maintenant notre Premier ministre, à Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs la une demain de Charlie Hebdo. Vous verrez la une. On a une belle caricature de Manuel Valls avec, comme légende, eh bien voilà, Sarkozy est à Matignon. Et vous qui êtes resté proche de l'ancien président, ça vous énerve ou ça vous flatte une comparaison Non, comme ça me flatte ni ne m'énerve, mais je ne m'étais pas rendu compte que Nicolas Sarkozy était entré à Matignon. Voilà, non. Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent, parce qu'ils sont dynamiques tous les deux, parce qu'ils ont beaucoup de caractère. Il suffit d'être dynamique. De personnalité. On évoque une évoque proximité idéologique aussi, parfois. Ben, je ne sais pas, nous verrons bien. On sait ce que Nicolas Sarkozy a porté comme idée, comme principe, comme valeur, ce qu'il a fait comme politique, comment il a affronté les épreuves du pouvoir et de la crise. Pour l'instant, on ne sait pas comment Manuel Valls se comporterait dans des circonstances analogues et à la place qu'a occupé Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'il est rentré à l'hôtel Matignon, pas à l'Élysée aujourd'hui. Bon, alors nous verrons, mais moi je trouve les deux hommes très dissemblables, même si il y a chez Manuel Valls une énergie, une volonté... Du charisme, une ambition. Oui, mais enfin, soit l'ambition, vous savez, c'est la chose la mieux partagée du monde politique. Oui, mais elle n'est pas toujours affirmée. Oh, elle est souvent très affirmée, hélas. Oui. Pour en revenir à l'UMP, ce matin, vous étiez au petit déjeuner ce matin Non. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. De quoi? De la demande de Monsieur Fillon qui a redemandé, en fait c'est pas la première fois qu'il le fait, il a redemandé des comptes, la transparence des comptes de l'UMP à Monsieur Copé qui d'ailleurs lui a fait répondre, ou lui a répondu qu'il était bien d'accord pour la transparence de ses comptes. Est-ce que tout ça, c'est de nature à remettre le bazar dans votre parti, hein? Je crois qu'on ne peut pas employer un autre mot, parce que ça a été le bazar. Ah bon? Ah oui, ça a été le bazar. Oui, ça a été le bazar. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais enfin, est-ce que tout ça, ça va remettre le bazar? Elle est très loin. Est-ce que la demande de transparence avec deux groupes parlementaires, ça aussi c'était unique. La demande de transparence, alors vous l'estimez légitime? Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, les comptes des partis sont parfaitement transparents. Vous savez, il y a la commission du financement de la vie publique qui contrôle, qui peut rendre public tout ce qu'elle veut. Et on ne peut lui refuser aucun document. Les comptes sont certifiés par 2 commissaires aux comptes indépendants. Voilà, donc moi je suis pour que tous ceux, à titre personnel, pour que tous ceux qui veulent avoir accès aux comptes puissent avoir accès aux comptes. Et puis il y a aussi une commission ad hoc au sein même de votre parti qui est chargée justement de vérifier les comptes. Hein. Oui, c'est une commission interne. Bon, voilà, mais voilà, après, s'il doit y avoir des débats sur les comptes, s'il y a des choses qui... Alors je reviens en tous les cas à la question du début. Il y a un risque encore de guerre interne chez vous? Je ne sais rien, mais il faut le demander aux protagonistes des guerres du passé. Quand même, vous êtes de l'UMP, vous pouvez savoir. Mais je ne suis pas dans la tête des uns et des autres, moi. Non mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la politique comme ça, Nadège Puljac, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le débat d'idées, c'est la transgression intellectuelle, c'est comment on peut gouverner notre pays dans l'état où il se trouve, comment on peut affronter toutes les crises auxquelles il est confronté. Alors justement, c'est le projet d'alternance que vous êtes en train de préparer. Comment on peut changer notre façon de faire de la politique et le contenu de nos politiques. Voilà, est-ce qu'on va continuer avec la politique économique absurde que l'on mène aujourd'hui, mais qu'on a menée pendant des décennies. Je fais une parenthèse sur les 5 ans passés, puisque pendant 5 ans, on a essentiellement affronté une crise sans précédent, et plutôt bien que mal grâce à Nicolas Sarkozy. Mais à part cette période-là, on est enfermé dans ce qu'on appelait jadis la pensée unique, dans ce que M. Philippe Séguin appelait le Munich social, dans cette espèce de renoncement politique devant l'économie. Bon, est-ce qu'on va continuer? Ça m'intéresse, avec l'Europe telle qu'elle est. On va en parler de l'Europe dans la troisième partie de l'émission. Mais ce n'est pas un débat politicien. Mais sur le programme. Mais justement, sur le programme, c'est ce dont vous êtes en train de parler là. Vous préparez tout ça, programme d'alternance. Vous, par exemple, Monsieur Guénaud, comment vous apportez votre pierre à l'édifice? Ah, mais moi, j'aurais volontiers... Qu'est-ce que vous proposez?
Ben, je viens chez vous, je propose, je parle, voilà. Ma pierre à l'édifice, je ne sais pas trop ce que c'est que cet édifice. Dans la Ve République, vous savez, c'est le candidat à l'élection présidentielle qui décide du programme de gouvernement. Hein, c'est toujours pareil, ce qui est vrai. Vous avez l'air de dire alors que l'UMP n'a pas à faire de programme alors à ce moment-là. On attend que le président soit élu, puis c'est lui qui fait tout. On attend d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Et oui, c'est lui qui fait son... Attendez, je peux terminer. Oui, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure à propos du gouvernement, le président, c'est le président qui détermine la politique de la France, même si dans la Constitution on dit que c'est le Premier ministre, c'est le président. Bon, et bien c'est le candidat à la présidentielle qui détermine le programme de gouvernement et le programme d'alternance. C'est ainsi, ça a toujours été ainsi. Mais il peut y avoir des situations de cohabitation. Et j'ai entendu François Fillon il y a 2 jours dire que l'UMP devait se préparer à toute éventualité. Demain, je ne sais pas. Je vais vous dire, là aussi, elle doit se préparer à toute éventualité. Ça veut dire que nous sommes appelés à réfléchir ensemble, mais en acceptant notre diversité, sans qu'aujourd'hui il y ait une façon très efficace de faire la synthèse. La synthèse, elle viendra au moment où nous aurons un candidat. Mais que nous ayons un débat d'idées, nous l'avons. Que nous discutions, nous discutons. En revanche, l'idée de confier, comme ça a été fait il y a quelques mois, à un comité de 10 sages qui sont... dont on ne sait pas d'où ils tiennent leur sagesse, le soin d'écrire un pseudo-programme pour l'UMP, ça c'est absurde. Et d'ailleurs, moi j'ai dit que je ne me sentais pas engagé, mais j'ai vu que ni François Baroin ni Alain Juppé ne se sentaient non plus engagés. C'est le genre d'exercice que les partis font toujours, mais qui n'ont pas de portée, qui n'ont pas de portée pratique. Alors, mais nous devons, pour l'instant, si déjà nous arrivions à réfléchir tous ensemble, à réfléchir et à faire de notre diversité qui est grande, oui, on va le voir tout de suite. De notre diversité, une richesse, eh bien, ce serait déjà très bien. On va voir votre diversité sur l'Europe. Juste un petit mot. Vous dites c'est mission impossible pour Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une dissolution avant la fin du quinquennat? Oui, ça dépend du président de la République. Ça dépend, bon, non, mais... Moi, je ne souhaite pas que les institutions soient bouleversées. D'accord, vous ne le souhaitez pas. Je pense que si on a une dissolution dans un quinquennat, ça voudra dire que les choses vont vraiment très mal et que nos institutions sont dans un piteux état. Merci, merci beaucoup Nadège. Alors, Perrine Tarnaud donc arrive et on va évoquer justement... l'un des grands débats au sein de l'UMP, mais comme de tous les partis, c'est bien sûr l'enjeu européen qui vous motive d'ailleurs particulièrement. On l'a compris. Henri Guénaud, attendez, c'est à vous dans un instant, mais d'abord, il faut expliquer ce qui se passe avec l'UMP qui espère bien sûr... Alors, je voudrais juste vous dire quelque chose pour finir ce débat, pour faire la transition. Mais oui, j'ai vu certains de mes amis qui disaient tout va bien, une victoire éclatante. Oui, c'est une grande victoire électorale, mais il ne faut pas se tromper. Les Français ont manifesté leur rejet à la fois et fortement du gouvernement et de la majorité parce qu'ils sont au pouvoir, mais ils ont aussi marqué leur défiance vis-à-vis de toute la classe politique. Bien sûr. Bon, et nous avons devant nous un défi considérable, voilà, qui n'est pas seulement le défi du gouvernement, bien qui sûr. est aussi Alors, le nôtre. Une chose est sûre, on assiste à une confrontation des idées à l'UMP sur la question européenne. Je fais court. Samia Dechir. Il n'y a pas, dans la marque même de l'engagement de l'UMP, de doute sur la nécessité d'avoir une Europe plus forte. Une Europe forte, oui, mais laquelle? La question n'est toujours pas tranchée à l'UMP. Fin janvier, Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, adresse une lettre au patron de l'UMP. Il proteste alors contre l'investiture d'Alain Lamassoure comme tête de liste aux européennes en Île-de-France. Alain Lamassoure, un pro-européen convaincu, à l'opposé du discours eurosceptique d'Henri Guénaud. Henri Guénaud, il est tout seul, il n'a personne derrière lui. Et donc moi, je ne vais pas passer mon temps à parler d'un type qui est tout seul. Un débat que la présidence du parti s'est bien gardée d'arbitrer jusqu'ici. Aujourd'hui, l'UMP n'a pas de ligne en matière de construction européenne et en matière de projet européen. Elle reste écartelée entre la primauté aux États-nations et les partisans des États-Unis d'Europe qui sont des héritiers du centre-droit venu de feu l'UDEF. Des querelles balayées par la tête de liste en Île-de-France, il assure que désormais l'UMP a un projet clair pour l'Europe. Nous allons mettre au point demain, mercredi, nous allons finaliser le projet européen de l'UMP sur lequel nous travaillons depuis maintenant 2 mois avec tous les dirigeants de l'UMP. Alors, il y aura toujours quelques francs-tireurs qui seront hostiles ou qui auront des idées personnelles, c'est très bien, mais il y aura une position générale. Une campagne axée sur l'Europe de la défense, de l'énergie, mais aussi, vague bleu marine oblige, sur le thème de l'immigration dite choisie d'une Europe qui maîtrise ses frontières. Voilà, Perrine est avec nous. Bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir Michel. Vos questions à Henri Guénaud qui brûle de répondre. Bonsoir Henri Guénaud, il brûle de répondre, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, est-ce que vous êtes vraiment tout seul, isolé,
à l'UMP sur votre position européenne. Je ne crois européenne. pas du tout, mais je crois que M. Lamassoure connaît très mal l'UMP. Il est quand même depuis un certain temps. Oui, mais comme il a passé son temps à Bruxelles, ce qui est d'ailleurs tout à fait honorable, puisqu'il était député européen. Mais c'est pas le cas de tous. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que j'appartiens à cette famille politique. En tout cas, à sa composante la plus importante, qui s'appelait jadis le RPR. J'ai contribué modestement à l'élection de 2 présidents de la République, donc à l'UMP, je suis chez moi, et chez moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Non, ça, on conteste pas. Non, mais, donc, je me sens pas tout seul. Depuis que j'ai été élu, et je le faisais déjà avant, je sillonne la France, je rencontre des militants, je rencontre des élus, dont certains que je connais depuis très longtemps. Ouais. J'ai pas l'impression d'être tout seul. Voilà. Nicolas Sarkozy, si vous n'êtes pas tout seul, si vous permettez, Nicolas Sarkozy avait eu l'intelligence de vouloir réconcilier la France du oui et la France du non, comme il disait. Bon. Et il avait cherché à dépasser cette contradiction. Bon, là, on n'est plus dans le dépassement de la contradiction. On nous sort M. Lamassoure, qui incarne, et après tout, c'est très respectable. Il y a peu de gens qui incarnent quelque chose en politique. Lui, il incarne quelque chose. C'est très simple, il incarne l'Europe d'aujourd'hui, celle qui est en train de se faire, celle dont plus personne ne veut. Vous n'allez pas voter UMP, vous, aux prochaines européennes mais en tout cas, moi, je vous le dis très clairement aujourd'hui, je ne soutiendrai pas la campagne de M. Lamassoure. Donc, M. Lamassoure incarne... Mais ça vous regarde pas. Je ne mettrai pas un bulletin à son nom, ça, je peux vous le dire dès aujourd'hui, et ça peut faire le buzz qu'on voudra. Je ne voterai pas pour l'incarnation d'une ligne qui est à l'opposé non seulement de ce que je pense, mais de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. Mais c'est pourtant cette ligne-là qui va être retenue par l'UMP cette semaine. Ça va être le projet pour ces élections européennes. On n'est pas chez Staline, on n'est pas au Parti communiste, on n'est pas au Front National non plus. Personne n'est propriétaire. Moi, je suis un esprit libre. Je me suis engagé à partir des convictions qui sont les miennes sur l'intérêt de mon pays. Voilà. Et je préfère. Qu'est-ce qui vous gêne dans le futur projet alors mais pour l'instant, je ne connais pas le projet. Mais vous savez, la politique, c'est les idées et l'incarnation. D'abord, on ne choisit pas un candidat avant d'avoir choisi un projet. Là, on a fait le contraire. Bon, ça, je suis totalement rétif à ce genre de méthode. Bon, au-delà d'Alain Lamassoure, également les autres candidats. Oui, bien sûr, mais en l'occurrence, pour ce qui est d'Alain Lamassoure, il aurait été nommé, il aurait été désigné comme second sur la liste, après tout, ça vous aurait droit à la diversité, mais là, on le met en tête de liste, sur la liste la plus importante. Enfin, on peut quand même préciser qu'Alain Lamassoure, c'est un député européen sortant et qu'il a effectué plusieurs mandats aussi au Parlement européen. C'est important aussi de s'appuyer sur cette expertise-là à Bruxelles. Quand on sait qu'il y a beaucoup de turnover chez les députés européens français. En second, ça n'aurait eu aucune signification politique et il aurait été reconduit au Parlement et tout le monde aurait été content, il aurait pu faire la preuve de son expertise. Mais moi, je vais vous dire ma conviction la plus profonde et je ne cesserai de le répéter dans les semaines qui viennent. Ça ne peut pas continuer comme ça, l'Europe. Ça ne peut pas. Voilà. Et si quelqu'un veut faire campagne en disant que ça va continuer comme ça, je donne rendez-vous à ceux qui feront cette campagne le soir des élections européennes. Et même les partisans de l'Europe disent que ça ne peut pas continuer. Mais bien sûr, il y a tout le monde dit. Non, tout le monde ne le dit pas, monsieur tout le monde ne le dit pas. Reconnaît les Européens les plus convaincus, reconnaissent les failles. Non, il y en a beaucoup qui reconnaissent que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut que ça change du tout au tout. Et puis il y a des gens qui vous expliquent qu'on va changer à la marge, voilà. Mais dans ce cas, on fera la même politique que monsieur Hollande. Voilà, et c'est avec les mêmes résultats. D'où l'échec programmé aux élections européennes le 25 mai prochain. Les Français décideront, on verra, et on tirera les leçons le soir. Mais pour aujourd'hui, nous avons un problème en France avec le déficit. Nous sommes sous surveillance. Nous sommes sur surveillance. Exactement. Est-ce que, par exemple, renforcée. est-ce que vous attendez de François Hollande qu'il essaye de négocier avec Bruxelles, avec la Commission européenne, un délai? Moi, j'attends du président de la République française et du gouvernement français qu'ils fassent preuve d'audace, parce que non seulement l'Europe ne peut plus continuer comme ça, mais la situation de la France non plus. Non plus, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit les Français très clairement. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que... C'est faire un bras de fer à la Commission européenne en disant il se passe des choses intéressantes en Europe. Et dans le monde d'ailleurs, des gens qui ont eu de l'audace, il y en a au Japon. Il y a aussi des pays en Europe qui ont fait des efforts budgétaires et qui connaissent un retour de croissance. Oui, bien sûr. Mais ça c'est vrai. Non, c'est une blague, ça. Il faut arrêter. Elle n'a pas fonctionné pendant la crise financière? Elle a fonctionné en violant tous les traités.
tous les traités. Et grâce à Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas faire preuve d'audace, alors? Elle a su faire preuve d'audace, alors, l'Europe. Elle a su faire preuve d'audace. C'est pas l'Europe qui a fait preuve d'audace. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait preuve d'audace et qui a entraîné ses homologues européens à un moment où la crise était telle que tout le monde s'est dit oh là là, là tout ce qui était sacré, toutes les tables de la loi ont été contournées. Est-ce que la France aujourd'hui doit faire preuve d'audace vis-à-vis de l'Union européenne? S'il fallait effectivement que François Hollande demande un délai supplémentaire. Je ne peux pas répondre si vous ne me laissez pas finir. Bon, voilà, il se passe quelque chose en Europe d'intéressant. C'est ce que fait M. Renzi en Italie. On va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est de l'audace. Ça, c'est l'envie de ne pas continuer toujours sur le même chemin, dans la même ornière. Donc on verra s'il réussit. Mais c'est quoi la politique italienne? C'est ça, c'est relancer la croissance, c'est laisser filer les déficits. Oui, non, mais ça... Mais vous... non, mais je sais pas, je vous demande. Non, c'est extraordinaire. Vous êtes dans des catégories mentales, c'est intenable. D'accord. Non, c'est intenable. C'est ça, la pire façon de faire, et de la politique et de l'économie. C'est extraordinaire, l'économie. On peut raconter n'importe quoi, et on a toujours raison, c'est extraordinaire. C'est le seul domaine où on peut raconter n'importe quoi. Je ne comprends pas ce que vous souhaitez. Monsieur Renzi, c'est très simple. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver la croissance, de réduire le chômage, de sortir mon pays de l'ornière. Et il dit, voilà, je mets un plan de 100 milliards sur la table. Alors, on peut discuter sur la pertinence, mais c'est intéressant, 90 milliards de remboursement de ce que l'État doit aux entreprises, 10 milliards de baisse des impôts, et il porte ce projet. Il y a une audace, il y a un vrai projet. On peut le critiquer, mais au moins on se dit... On va essayer de changer. Du volontarisme. On va essayer de changer. Et vous ne retrouvez pas cette audace-là dans l'action européenne telle qu'elle est portée au niveau de la France par François Hollande? Sarkozy, il avait un peu d'audace, on a essayé le grand emprunt. Il n'a aucune capacité à s'imposer au niveau européen, François Hollande, en tout cas, il n'a pas essayé. Je ne sais pas s'il en a la capacité, il n'a pas essayé. Il dit j'ai réorienté l'Europe. Pourquoi? Il fait comme M. Jospin. On avait écrit croissance dans le traité d'Amsterdam, il avait réorienté l'Europe. C'est une blague. Autre chose, Perrine. Allez, oui, je voulais vous parler du... Non, mais c'est très important. On va pas continuer comme ça. Et ce qui va se jouer dans les élections européennes, c'est pas tellement le nombre de députés que chacun va obtenir, c'est la position de chacun face à l'Europe le jour où il a à gouverner. Est-ce qu'on continue comme ça? La question est toute simple. Est-ce qu'on continue comme ça? Pour moi, M. Lamassoure, par ailleurs, j'ai la plus grande estime, qui représente sans doute à lui tout seul toute ma famille politique, il est le visage de la continuité. Très bien. Voilà. Moi, je ne veux pas de cette continuité. Je voulais vous parler du mariage gay en Grande-Bretagne. Je voulais vous faire voir cette photo, celle du bonheur en Angleterre ce week-end. C'est le premier mariage gay qui a été célébré là-bas. On va voir sans doute la photo apparaître. Non, on la voit pas. Voilà, le bonheur anglais. Pourquoi là-bas, selon vous, Henri Guénaud, la réforme est passée sans contestation? Vous n'auriez pas eu beaucoup de succès en Angleterre comme opposant au mariage gay? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que beaucoup de dangers qui nous guettent là-bas sont déjà, j'allais dire, consommés. C'est-à-dire qu'on peut déjà faire de la GPA, on peut déjà faire de la PMA de façon beaucoup plus large qu'en France, et que donc l'enjeu n'était pas le même. Tout ça avec l'aval du conservateur David Cameron. Mais écoutez, moi je suis pas anglais. Voilà, je ne suis pas anglais. Il y a des pays déjà, il y a des États aux États-Unis où on va devant les tribunaux pour savoir si l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui du contrat, le contrat de la mère porteuse, ou l'inverse. Bien, moi, je ne veux pas vivre simplement dans une société où les choses se passent ainsi. C'est tout. Moi, je suis français. C'est peut-être aussi l'Union européenne, celle des unions gays, je ne sais pas, ou une avancée en matière de liberté des mœurs. Soyons sérieux. Ça n'a rien à voir avec la liberté des mœurs. Rien du tout. Les droits, l'avancée des droits. Non, c'est pas un droit. Le mariage est une institution. Et c'est une institution, non pas privée, mais sociale, qui existe depuis qu'il existe, des sociétés organisées. Elle a pour but de mettre de l'ordre dans la filiation. Voilà. J'étais parfaitement d'accord, et depuis longtemps, pour qu'on fasse un contrat d'union civile. En revanche, toucher à la filiation à travers le mariage met un désordre dans la société et renverse les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble d'une manière que je trouve extrêmement dangereuse. Est-ce que vous avez l'impression que ces questions de société ont pesé dans le scrutin municipal? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et pas seulement à cause de la question elle-même, mais de la manière dont on s'y est pris. C'est-à-dire de la façon dont le gouvernement a fait passer ses réformes, en méprisant totalement tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, tous ceux dont ça heurtait la conscience, en essayant pas de discuter, pas de trouver de consensus. Ça, c'est la pire des choses. Depuis le début, d'ailleurs, ce gouvernement s'échine à creuser des fractures terribles. Eh bien, cette fracture-là, elle est très profonde. Elle est très profonde. C'est pas la seule, mais elle est très profonde. Selon vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Perrine, merci Henri Guénaud. La semaine prochaine, notre invité sera Gérard Larcher. Et Perrine, on reparlera là de l'alternance annoncée au Sénat au mois de septembre. Hein, un autre rendez-vous électoral de l'année. À très vite.